Bonjour à tous et bienvenue pour cet ensemble de vidéos d'enseignement de physiologie animale. Je vous propose un ensemble de vidéos pour vous permettre de mieux comprendre vos enseignements universitaires de physiologie animale. La physiologie animale est une discipline dans laquelle on s'intéresse au fonctionnement des animaux. Je m'appelle Yves Muller et je suis professeur agrégé, responsable d'enseignement en physiologie animale à l'université de Montpellier 2. Et ces vidéos sont notamment faites pour accompagner mes étudiants dans l'apprentissage de cette discipline. Alors je vous propose un ensemble de chapitres, notamment on va voir ici les 7 premiers chapitres de ces enseignements. Dans le premier chapitre, je vous parlerai de la communication nerveuse et hormonale et nous verrons ensemble une comparaison entre ces deux systèmes de communication. Dans le second chapitre, je vous parlerai des relations entre les animaux et la température et je vous montrerai notamment qu'il existe des mécanismes de thermorégulation assez sophistiqués chez les animaux. Nous verrons dans une troisième partie, dans un troisième chapitre, les fonctions d'excrétion et la régulation de l'équilibre hydroosmotique dans l'ensemble du règne animal. On verra ensuite, à travers les 4e, 5e et 6e chapitres, la fonction de reproduction chez les mammifères. Le 4e chapitre est consacré à la présentation de la physiologie sexuelle du mâle. Le chapitre 5 est consacré à la présentation de la physiologie sexuelle de la femelle cyclique, c'est-à-dire de la femelle non gestante. Le chapitre 6 est consacré à la présentation de la gestation et de la lactation. Nous verrons dans le 7e chapitre la fonction de respiration et je vous montrerai qu'il existe un lien entre cette fonction de respiration et le milieu de vie des animaux. Donc le premier chapitre est une étude de la communication nerveuse et de la communication hormonale. Et nous allons voir tout d'abord en introduction quelques points concernant la notion de communication entre les cellules. Premier point d'introduction, l'histoire du vivant, des premières cellules isolées aux organismes pluricellulaires. Il y a 4,6 milliards d'années se forme la Terre, et puis on considère que dans l'hypothèse du monde à ARN, il y a plus de 3,8 milliards d'années, toutes les conditions étaient réunies pour que l'ARN, l'acide ribonucléique, soit la première molécule à se former et à s'auto-répliquer. L'hypothèse du monde à ARN est une hypothèse selon laquelle l'acide ribonucléique serait le précurseur des macromolécules biologiques que nous connaissons aujourd'hui, et notamment qu'il serait le précurseur de l'ADN et des protéines. L'histoire de la vie débute il y a quelques 3,4 milliards d'années, avec l'apparition des premières cellules. Et ici, cette coupe mince montre des enveloppes fossilisées de cyanobactéries âgées de 2,8 milliards d'années. Il s'agit de cellules prokaryotes et ces cellules vont communiquer avec leur environnement. C'est la découverte des stromatolites actuels qui a permis l'interprétation des stromatolites fossiles. Donc les stromatolites sont des formations rocheuses de forme hémisphérique qui sont présentes sur certains fonds marins et dans des zones peu profondes. Ces structures mamelonnées sont des structures sédimentaires et elles sont le résultat de l'activité notamment de bactéries photosynthétiques et principalement de cyanobactéries. La croissance de ces structures est due à ces bactéries par piégeage de fines particules détritiques et par précipitation du carbonate, ce qui favorise l'édification de colonnes de boue. Ces structures, les stromatolites, ont atteint au précambrien des épaisseurs impressionnantes et une extension géographique considérable. Elles constituaient alors l'essentiel du carbonate de calcium élaboré sur la Terre. Leur importance ensuite a décru dès le Cambrien. Ici, on observe des fossiles qui ont été reconstruits à partir d'images acquises par microtomographie à rayon X, ici en 3D, côté gauche, et en 2D et en transparence à droite, afin de mieux faire ressortir les détails de ces fossiles. Ce sont des fossiles qui ont été découverts au Gabon
et qui date de 2,1 milliards d'années. Alors en fait, ces organismes sont une sorte d'organismes multicellulaires complexes. Ils seraient en fait peut-être des ensembles de bactéries capables de croître de manière coordonnée, mais ce ne sont probablement pas encore les cellules constitutives d'un véritable organisme pluricellulaire complexe. Il y a 1,6 milliard d'années apparaissent les premières cellules eucaryotes. Contrairement aux cellules prokaryotes dépourvues de noyau, les cellules eucaryotes ont un véritable noyau limité par une enveloppe nucléaire, et ces cellules présentent une compartimentation par des membranes intracellulaires qui définissent différents organites spécialisés. Ces cellules communiquent avec leur environnement, mais elles peuvent aussi être le siège de communications intracellulaires, qui sont des communications entre les organites et qui permettront aux éléments intracellulaires de coopérer. Alors, la formation des compartiments intracellulaires repose sur un certain nombre d'hypothèses, notamment formation de membranes intracellulaires par invagination de la membrane cellulaire. Et puis, on pense qu'il y aurait eu peut-être des captures de bactéries par des cellules ancestrales qui auraient conduit finalement à l'établissement de relations endosymbiotiques entre des bactéries et les cellules eucaryotes primitives. Ainsi, les mitochondries, qui sont les usines de production d'énergie dans les cellules eucaryotes, auraient pour origine une bactérie ancestrale aérobie, et de même ensuite les chloroplastes seraient d'anciennes bactéries photosynthétiques qui auraient établi une relation endosymbiotique stable avec la cellule eucaryote. Le regroupement des cellules eucaryotes a conduit ensuite à la mise en place de véritables organismes pluricellulaires tels que les métazoaires, qui sont des animaux pluricellulaires. Et ainsi, en 1947, le géologue Sprigg découvre dans le sud de l'Australie, à Ediacara, des empreintes d'un certain nombre d'organismes qui vivaient au Précambrien et qui sont tous des animaux aux formes tout à fait étonnantes. Certains ressemblent à des méduses, d'autres sont des organismes en forme de feuilles. Et tous ces organismes avaient un corps mou, donc sans aucun squelette. Ils vivaient dans un fond boueux et ils ont été recouverts par un sable fin qui a moulé en fait les moindres détails de ces organismes. Alors beaucoup de ces animaux étaient extrêmement plats, ce qui facilitait l'oxygénation des tissus sans nécessité d'organes de transport des gaz dissous. En effet, à cette époque, la concentration en dioxygène de l'atmosphère n'était probablement que de 1/10 de sa valeur actuelle. Alors ces organismes sont finalement de véritables sociétés de cellules dont les membres spécialisés, dont les cellules spécialisées vont coopérer, et donc va se mettre en place une communication intercellulaire. Alors quelques mots maintenant sur la notion de communication intercellulaire, et notamment tout d'abord un mot sur le sens donné au terme de communication. Alors la communication, c'est l'établissement d'une relation, d'une transmission entre un émetteur et un récepteur. L'émetteur va émettre un message codé, qui est transmis ensuite par un canal de communication, et ensuite ce message sera décodé par le récepteur. On a ici une sorte d'antenne de communication, et on verra qu'on va se baser sur ce schéma pour établir le plan de ce chapitre. Alors, dans les organismes pluricellulaires, donc comme par exemple chez les mammifères auxquels on va s'intéresser, la spécialisation des cellules et l'organisation ensuite en différents organes et en différents appareils se sont accompagnés de la mise en place de communication intercellulaire. Une parfaite coordination de l'activité d'ensembles cellulaires complémentaires va donc s'exercer par l'intermédiaire de communication intercellulaire. Alors les communications entre les cellules peuvent se faire par contact, elles sont notamment essentielles dans le fonctionnement du système immunitaire. Elles peuvent se faire aussi par messagers locaux, notamment ce qu'on appellera une communication par voie
paracrine, et je vous présenterai dans le chapitre 4 notamment les réseaux paracrines à l'intérieur du testicule des mammifères. La communication intercellulaire peut se faire aussi à longue distance, et on a deux grands systèmes de communication, la communication par voie nerveuse et la communication par voie hormonale. Et ces deux systèmes de communication vont permettre à l'organisme de réagir, par exemple, à des variations des conditions de ce milieu extérieur. Troisième point, le plan du chapitre. Quelques mots sur l'ordre dans lequel on va présenter les différents aspects de cette étude de la communication nerveuse et hormonale. Alors l'étude de cette communication sera menée suivant le plan suivant. En préambule, on va mener une approche historique des deux types de communication, ce qui permettra d'en faire ressortir, d'en mettre en place les bases structurales et fonctionnelles. Et cette vidéo est justement l'objet de cette première partie du chapitre 1. Nous étudierons ensuite la genèse du message, aussi bien message hormonal que le message nerveux. Nous verrons ensuite la nature et le mode de propagation de ce message, aussi bien nerveux qu'hormonal. Puis nous étudierons la réception du message, qui est en fait la réception d'un message chimique, les hormones d'une part, mais également les neurotransmetteurs qui sont libérés dans le système de communication par voie nerveuse. Nous traiterons ensuite des aspects régulateurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut activer ou freiner une cellule qui produit un message nerveux ou une cellule qui produit une hormone. Et enfin, nous finirons par le cas particulier des hormones produites par des neurones et qu'on appelle les neurohormones. L'objectif de ce premier chapitre est de mener en fait une comparaison entre les deux modes de communication afin d'en faire apparaître les points communs et les différences. Et en conclusion donc de ce premier chapitre, nous construirons un tableau comparatif pour essayer de répondre à cette question qui est finalement quels sont les points communs, quelles sont les différences entre ces deux grands systèmes de communication. Donc cette vidéo est une vidéo qui démarre le premier chapitre et qui est une vidéo consacrée à l'approche historique, aux bases structurales et fonctionnelles des concepts de communication nerveuse et hormonale. On va s'appuyer à chaque fois sur des données historiques, expérimentales, pour amener à des notions plus récentes. Quelques mots tout d'abord sur les expériences historiques de Baylis et de Starling, qui sont des expériences de 1902 et qui ont contribué à établir la notion d'hormone. Alors on va voir dans un premier temps les expériences qui ont été réalisées par ces deux chercheurs, et puis on verra ensuite la notion d'hormone, et on verra l'hormone qui a été identifiée par ces chercheurs. Alors Baylis, donc naissance au milieu du 19e siècle, de même pour Starling, deux chercheurs à qui on doit finalement d'avoir introduit pour la première fois la notion d'hormone. C'est Starling en fait qui la première fois au cours d'une conférence qui était une conférence consacrée aux corrélations chimiques des fonctions de l'organisme a utilisé ce terme d'hormone en 1905. Alors quelles sont les expériences de ces deux chercheurs? Et bien en fait Baylis et Starling cherchaient à vérifier si l'injection d'une solution acide dans l'intestin grêle pouvait affecter la sécrétion pancréatique en l'absence de connexion nerveuse entre l'intestin grêle et le pancréas. Alors voilà ici la présentation anatomique du système digestif ici. Et ils ont travaillé sur un chien anesthésié, qui était un chien à jeun depuis 18 heures. Vous avez ici le pancréas. Donc le pancréas, il a notamment une fonction exocrine. Le pancréas, il produit notamment le suc pancréatique, avec notamment les enzymes digestives, mais aussi une phase aqueuse qui accompagne les enzymes digestives. Donc ici, on a le pancréas qui est tout proche de l'anse duodénale. Le duodénum, c'est le premier segment de l'intestin grêle. Alors chez ce chien, ils ont tout d'abord dénervé le pancréas. Le pancréas, il est notamment activé par les nerfs pneumogastriques, qui sont les deux nerfs 10, qui sont des nerfs
qui viennent du crâne, et ils ont donc coupé ces nerfs, ils ont en fait dénervé le pancréas pour qu'il n'y ait pas de relation nerveuse entre cet organe et le reste du corps. Et la sécrétion pancréatique est recueillie par la mise en place d'une canule, qui est insérée ici dans le canal de Wirsung. Alors le canal de Wirsung, c'est le canal pancréatique principal. C'est le principal canal exocrine du pancréas qui conduit en fait les sucs pancréatiques jusqu'à l'anse duodénale et qui vient donc déboucher dans le duodénum. Ces chercheurs vont également isoler une anse du jéjunum. Donc le jéjunum, c'est la deuxième partie de l'intestin grêle. La première partie, c'est le duodénum. La deuxième partie, c'est le jéjunum. Et il y aurait encore l'iléon qui terminerait l'intestin grêle et qui n'est pas représenté ici. Donc ils vont isoler une anse du ici jéjunum. Et pour l'isoler, en fait, ils vont faire deux ligatures. Donc une ligature en amont et une ligature en aval du jéjunum. Et puis ils vont sectionner les différentes terminaisons nerveuses qui parviennent à ce jéjunum. Ils vont notamment ligaturer, sectionner les nerfs mésentériques. Et puis enfin, ils vont à l'aide d'une seringue introduire dans l'anse du jéjunum une solution acide, d'acide chlorhydrique, d'HCl, à 4%. Donc dans une anse jéjunale, on introduit une solution acide en se souvenant que l'anse duodénale finalement elle est isolée du reste du tube digestif, qu'elle est aussi dénervée, mais que par contre elle est irriguée, c'est-à-dire qu'elle est toujours en relation avec des vaisseaux sanguins. Alors voilà les résultats de cette expérience. Ici sur le tracé supérieur, vous avez en fait la sécrétion pancréatique. Et on a en fait une marque qui correspond à chaque goutte de sécrétion du suc pancréatique qui a été recueilli au niveau de la canule. Pour le tracé moyen, vous avez en fait ce qui indique à la fois le moment où on a procédé à l'injection d'acide chlorhydrique et aussi on a une idée de la durée de cette injection d'acide chlorhydrique dans l'anse jéjunale. Et puis sur le tracé inférieur, c'est en fait une base de temps avec une marque toutes les 10 secondes sur le tracé. Qu'est-ce qu'on observe ici? Bien, l'acidification de l'anse jéjunale, qui a été donc provoquée pendant cette période-ci, va augmenter fortement la sécrétion du suc pancréatique, mais cette augmentation intervient seulement après un certain délai, un délai d'environ 2 ou 3 minutes. Par contre, cette augmentation va perdurer pendant une dizaine de minutes. Et en considérant les conditions expérimentale ici, c'est-à-dire d'énervation de l'anse jéjunale et du pancréas, et également en considérant les résultats obtenus, c'est-à-dire le délai dans la réponse obtenue, les deux chercheurs vont émettre l'hypothèse suivante, qu'on va résumer à travers ce schéma. Eh bien, normalement, dans l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique au moment de la digestion. Lors de la vidange du contenu acide de l'estomac dans l'intestin grêle, eh bien ça va conduire à une acidification du contenu ici du jéjunum, et cette substance acide qui parvient au jéjunum déclencherait la libération dans la circulation sanguine, dans la circulation générale, d'une substance produite par le jéjunum et qui vient stimuler la sécrétion du suc pancréatique. Et ils vont chercher en fait à confirmer cette hypothèse avec une seconde expérience que je vais vous présenter ici. Donc on a toujours pour le tracé inférieur la base de temps avec une marque toutes les 10 secondes. Ici dans le tracé moyen, eh bien c'est l'injection qui est réalisée, le moment où l'injection est réalisée. Alors attention ici, on va injecter dans la circulation sanguine des extraits de muqueuse jéjunale qui a été préalablement stimulée par une solution acide. Et sur le tracé du haut, on va observer ici la sécrétion pancréatique avec encore une fois une marque par goutte de sécrétion recueillie. Cette seconde expérience montre que les extraits de muqueuse jéjunale
injectés dans la circulation sanguine, sont capables de déclencher, par le biais donc de la circulation sanguine, la sécrétion du suc pancréatique. Et cette expérience confirme l'existence d'une substance qui est sécrétée par la muqueuse jéjunale et qui agit par voie sanguine pour stimuler la sécrétion pancréatique. Alors on va évoquer ici la notion de sécrétine et également la notion d'hormone. En effet, Baylis et Starling vont nommer cette substance qui stimule la sécrétion pancréatique, ils vont la baptiser la sécrétine, et le terme d'hormone va être introduit pour la première fois par Starling en 1905. Alors la notion d'hormone, tout d'abord, hormone, ça vient du grec hormone qui signifie j'excite, je stimule. L'hormone, qui est représentée par ces petits ronds, c'est un messager chimique, donc une molécule, qui est produite par un organe ou une cellule endocrine, qui est véhiculée ensuite par la circulation sanguine jusqu'à un autre organe ou jusqu'à une autre cellule, où ce messager ou cette hormone exerce son effet. La cellule cible possède des récepteurs spécifiques à cette hormone. Enfin, pour que la quantité d'hormones soit précise dans le sang, il y a un contrôle de la sécrétion de cette hormone dans le sang, ce qui est mentionné ici par un stimulus qui agit sur la cellule endocrine. Alors endocrine signifie la sécrétion d'une substance qui est déversée dans la circulation générale, qui est déversée dans le sang, c'est ce qui est mentionné ici par les flèches rouges, et les hormones sont des sécrétions endocrines puisqu'elles sont libérées dans la circulation sanguine, mais il existe des sécrétions endocrines qui ne sont pas des hormones. Par exemple, les anticorps peuvent être dans le sang, sont des sécrétions endocrines mais pas des hormones, et les glandes endocrines qui sont mentionnées ici, ou les cellules endocrines qui sont mentionnées ici, sont en fait des structures qui ne sont pas pourvues de conduits. Donc il n'y a pas, vous voyez, dans ces glandes un conduit spécifique pour recevoir la sécrétion hormonale. En fait, à chaque fois, ce sont les capillaires sanguins qui font office de lieu de réception de ces hormones. Et on oppose le terme endocrine à exocrine. Donc exocrine qualifie une sécrétion qui est déversée à l'extérieur de l'organisme, comme par exemple la sueur qui est libérée par la peau vers l'extérieur, ou une sécrétion qui est déversée dans une cavité naturelle. Et par exemple, le suc pancréatique qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est une sécrétion exocrine qui est libérée en fait dans le canal pancréatique et finalement à l'intérieur du tube digestif. Et les glandes exocrines, par opposition aux glandes endocrines, sont dotées de conduits. Alors on va reprendre le schéma de définition de l'hormone, mais en l'adaptant ici à l'hormone découverte par Baylis et Starling, c'est-à-dire la sécrétine, et en faisant intervenir un certain nombre de notions qui ont depuis été mises à jour. Alors le point de départ, le stimulus en fait, c'est l'acide chlorhydrique du suc gastrique. Et au moment où le bol alimentaire qui est dans l'estomac, qui contient cet acide chlorhydrique, va passer dans l'intestin grêle, eh bien il va avoir un effet activateur sur la sécrétion de sécrétine. Les cellules endocrines ici, ce sont les cellules de l'épithélium intestinal, et ce sont des cellules qu'on appelle les cellules S, S pour sécrétine, qui sont en fait principalement localisées, non pas dans la muqueuse du jéjunum, mais dans la muqueuse du duodénum. Les cellules S, activées par l'acide chlorhydrique, vont transformer leur stock de prosécrétine en sécrétine, et elles vont également synthétiser de nouveau cette substance. La sécrétine, qui est mentionnée par ce petit point noir, est un polypeptide linéaire de 27 acides aminés qui est transporté par le sang jusqu'aux cellules épithéliales qui forment les canalicules du pancréas. Et ces cellules sont pourvues de récepteurs membranaires de la sécrétine. L'effet de la sécrétine sur les cellules canaliculaires est de déclencher la sécrétion du suc pancréatique et plus précisément sécrétion de la phase aqueuse qui est la phase riche en eau, riche en ions
bicarbonate, ce qui va conduire à augmenter le volume, mais aussi le pH du suc pancréatique. Après vous avoir présenté ces notions historiques qui ont conduit à la définition de l'hormone, je vais vous présenter une autre expérience historique, mais qui concerne cette fois le système nerveux, qui est l'expérience de Sherrington, 1924, et qui nous permettra de parler d'un réflexe qui est le réflexe myotatique. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les données expérimentales obtenues par Sherrington, et ensuite je vous présenterai le réflexe myotatique. Alors ces expériences sont des expériences qui ont été réalisées sur le muscle quadriceps du chat décérébré. Donc le chat décérébré, c'est un chat dont on a en fait détruit le cerveau, mais dont la moelle épinière est intacte. On dit parfois un animal spinal. Alors Sherrington a en fait procédé à l'expérience suivante sur ce chat décérébré. Il a procédé à l'étirement du muscle quadriceps innervé, et cet étirement est représenté par la courbe T. Donc cette courbe traduit en fait l'étirement, donc on allonge volontairement le muscle quadriceps, et cet étirement du muscle quadriceps va provoquer une réponse de ce muscle qui est la courbe M ici, qui est en fait la contraction de ce muscle. On a en fait une réponse contractile de ce muscle qui est mesurée ici, qui est on appelle aussi une réponse de tension mécanique du muscle. Donc ça signifie que l'étirement du muscle, ici quadriceps, va provoquer sa propre contraction. Et on voit que le délai est extrêmement court, puisque vous voyez, sitôt on étire ce muscle, sitôt on a une réponse contractile de ce même muscle. Notons que l'intensité maximale de la réponse contractile est atteinte dès la fin de l'allongement du muscle, c'est-à-dire pratiquement dès la première seconde. Et ensuite, on voit que cette intensité de la réponse contractile va légèrement décroître, mais elle persiste pendant tout l'étirement, puisque ici le muscle est maintenu étiré pendant les autres secondes ici de l'expérience. Si on sectionne l'innervation du quadriceps, donc si on supprime finalement les terminaisons nerveuses qui contrôlent ici ce muscle, eh bien on a la courbe qui est mentionnée par la lettre P, c'est-à-dire que l'augmentation de la tension mécanique, ou la réponse contractile de ce muscle, est finalement beaucoup plus faible. Vous voyez, la courbe P est bien en dessous de la courbe M ici. Alors cette réponse du muscle ici correspond en fait à une réponse élastique du muscle. L'élasticité, c'est la propriété qu'a un corps, comme ici le muscle, de se déformer sous l'influence d'une force extérieure qui est ici l'étirement réalisé par l'expérimentateur, puis ensuite propriété de reprendre sa forme initiale. Et vous avez à l'intérieur des muscles un certain nombre de structures qui contribuent justement à cette déformation élastique du muscle. Par contre, la différence entre la courbe M et la courbe P va permettre d'appréhender la composante neurogène de la modification de tension mécanique, c'est-à-dire que la différence entre M et P correspond à la réponse contractile du muscle qui dépend ici d'un mécanisme nerveux qui dépend en fait de l'innervation de ce muscle. Et cette différence entre M et P va correspondre en fait à un circuit neuronal dont je vais vous parler, qui a été mis en route au moment de l'étirement de ce muscle et qu'on appelle le réflexe myotatique. Et je vais vous parler ici des circuits neuronaux du réflexe myotatique. Alors, tout d'abord, le réflexe myotatique qui s'est manifesté dans l'expérience de Sherrington est un réflexe médulaire, puisque ici le chat avait seulement comme système nerveux central la moelle épinière, mais pas d'encéphale. Et un réflexe médulaire, c'est une réaction qui peut être motrice ou viscérale, rapide, involontaire, automatique, innée, qui se produit sous l'effet d'un stimulus. Ici, le stimulus, c'était l'étirement du muscle, et qui met en jeu un centre nerveux, le centre nerveux étant la moelle épinière.
Alors ce réflexe myotatique que on a vu par l'expérience de Sherrington est un réflexe qui est classiquement testé dans les visites médicales. Et en fait, ce réflexe va être déclenché par un coup sec porté par un petit marteau sur le tendon de la rotule. Et la percussion du tendon de la rotule va en fait provoquer un étirement du muscle qui est connecté à ce tendon. Ce muscle ici, c'est le muscle quadriceps, c'est en fait le muscle extenseur de la jambe. Et en réponse à cet étirement, eh bien, ce muscle quadriceps va brutalement et involontairement se contracter, et cette contraction du muscle antérieur de la cuisse va donc déclencher l'extension de la jambe. C'est ce qu'on appelle le réflexe rotulien. Et notamment, ce type de test médical permet de vérifier le bon état de la moelle épinière impliquée dans ce réflexe. Alors en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la percussion du tendon de la rotule étire le muscle qui est connecté à ce tendon, c'est-à-dire donc étire le muscle quadriceps, et le muscle quadriceps répond à son propre étirement en se contractant. Le réflexe myotatique, c'est un réflexe où le muscle se contracte en réponse à son propre étirement. On dit aussi que le réflexe myotatique est un réflexe d'étirement. Ce réflexe myotatique persiste chez l'animal décérébré, donc il n'a pas utilité du cerveau, il ne met pas en jeu le cerveau, mais seulement la moelle épinière. Alors on peut tester ce réflexe myotatique sur d'autres muscles que le muscle quadriceps, par exemple ici le réflexe d'Achille, le réflexe achilléen. Alors ici, on va taper sur le tendon d'Achille, et en portant un coup sec sur le tendon d'Achille, on va du coup provoquer un étirement du muscle postérieur du tibia, qui est aussi le muscle extenseur du pied, et l'étirement de ce muscle va déclencher un réflexe myotatique qui aboutira à la contraction de ce muscle postérieur du tibia, et avec pour conséquence une extension du pied qui est matérialisée ici par cette flèche. Alors en fait, l'intérêt de ce réflexe myotatique est de maintenir, de réguler la longueur du muscle, puisqu'au départ, le stimulus c'est l'étirement du muscle, où en tapant sur le tendon, eh bien, on allonge le muscle, et ce muscle répond par une contraction qui vise à diminuer la longueur de ce muscle. Donc finalement, on peut considérer que le réflexe myotatique tend à maintenir constante la longueur des muscles. Ce réflexe myotatique va jouer un rôle important dans le maintien de la posture. En effet, sous l'effet de la gravité, les muscles extenseurs de notre corps, comme par exemple ici les quadriceps, ont naturellement tendance à être étirés, ce qui déclenche par voie réflexe leur contraction qui tend à s'opposer à leur étirement. Et cette contraction de nos muscles extenseurs empêche ainsi le sujet de s'effondrer. Et donc ces muscles sont caractérisés par un tonus permanent, une contraction tonique si vous voulez permanente, qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la posture. Alors nous allons voir les différents éléments de l'arc réflexe myotatique, les différents éléments du circuit nerveux impliqué dans le réflexe myotatique, et je l'ai présenté ici à partir du réflexe d'Achille. Alors le premier point, c'est le stimulus, donc on tape sur le tendon d'Achille et du coup on étire ici le muscle postérieur du tibia. Dans le muscle, vous avez toujours des récepteurs qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires, qui sont des récepteurs sensibles à la longueur du muscle. Et plus le muscle est étiré, plus ces récepteurs sont activés. Partant de ces fuseaux neuromusculaires, vous avez des neurones sensitifs, donc des fibres nerveuses sensitives, qui sont des fibres de type 1A, qui sont issues des fuseaux neuromusculaires, et qui vont conduire l'information sensitive dans la racine postérieure ou racine dorsale de la moelle épinière, et qui vont conduire en fait
des potentiels d'action, qui sont des signaux sur lesquels on reviendra, tout le long des neurones sensitifs, vers la substance grise de la moelle épinière, qui est la partie centrale ici. Ces fibres nerveuses sensitives font directement synapse avec les corps cellulaires des motoneurones alpha qui sont présents aussi dans la moelle épinière, dans la substance grise de la moelle épinière. Ces motoneurones alpha sont donc directement stimulés par les fibres sensorielles 1A, et ces motoneurones alpha vont à leur tour conduire l'information nerveuse, c'est-à-dire des potentiels d'action, dans la racine ventrale tout d'abord, c'est-à-dire dans la racine antérieure de la moelle épinière, puis ensuite ils vont parvenir au muscle qui a été préalablement étiré, c'est-à-dire ici au muscle postérieur du tibia, et ces motoneurones vont déclencher la contraction des fibres musculaires squelettiques du muscle qui avait été précédemment étiré. On est en présence ici d'un arc réflexe extrêmement simple avec seulement deux neurones, un neurone sensitif ici en bleu et un neurone moteur ici représenté en un motoneurone ou neurone moteur représenté ici en rouge, seulement deux neurones qui sont directement en contact dans la substance grise de la moelle épinière par l'unique synapse neuroneuronale, qui est une synapse ici excitatrice. On peut dire qu'on est en présence d'un arc réflexe monosynaptique excitateur. L'avantage d'un tel circuit avec seulement deux neurones, c'est évidemment sa rapidité. Le réflexe est extrêmement rapide ici, 0,7 millième de seconde, d'où le délai extrêmement court qui avait été observé par Sherrington entre la stimulation du muscle par étirement et la réponse contractile de ce même muscle. Alors notons que quand un muscle, par exemple ici le muscle extenseur du pied se contracte, il va permettre, on l'a dit, l'extension du pied, mais vous avez à chaque fois un muscle antagoniste, un muscle qui permet finalement le mouvement opposé, et notamment vous avez un muscle antagoniste du muscle postérieur du tibia, qui est ici, qui est donc de l'autre côté du tibia, sur la face avant ici, et qui est le muscle fléchisseur du pied. Ces deux muscles, muscle extenseur et muscle fléchisseur, sont des muscles antagonistes et tous nos mouvements reposent toujours sur l'activité synchronisée des muscles antagonistes. Alors ce qu'on peut noter, c'est que dans le réflexe myotatique, on a un circuit qui aboutit non seulement à la stimulation du muscle qui a été préalablement étiré, mais ce réflexe myotatique va conduire aussi à l'inhibition du muscle antagoniste. C'est ce qu'on appelle l'innervation réciproque des muscles antagonistes. Et pour pouvoir permettre le relâchement du muscle antagoniste, vous avez un second arc réflexe qui intervient ici et qu'on va décrire. Alors cet arc réflexe est cette fois un arc réflexe polysynaptique mettant en jeu trois neurones. Le stimulus est toujours le même, c'est l'étirement du muscle, ici toujours le même muscle, étirement par exemple du muscle postérieur du tibia. Le fuseau neuromusculaire est toujours sollicité comme tout à l'heure. Le neurone sensitif de type 1A, c'est le même que dans l'arc réflexe monosynaptique qu'on a vu tout à l'heure. Ce neurone sensitif, qui est en fait toujours un neurone excitateur, un neurone qui est pourvu d'une synapse excitatrice, va entrer en contact dans la substance grise de la moelle épinière avec un interneurone médulaire qui est représenté ici en vert. Et cet interneurone médulaire est directement activé par le neurone sensitif, mais lui-même fait synapse, une synapse inhibitrice, avec le troisième neurone de cette circuiterie. Le troisième neurone, c'est aussi un motoneurone alpha, mais c'est le motoneurone alpha qui innerve le muscle antagoniste. Et donc, la voie sensitive, elle est activatrice, elle active l'interneurone qui, lui, est inhibiteur. Donc, le motoneurone alpha qui contrôle le muscle antagoniste est inhibé. L'inhibition de ce motoneurone alpha par l'interneurone inhibiteur va donc conduire au relâchement du muscle antagoniste. On est en présence, encore une fois, d'un réflexe qui met en jeu deux synapses neuronales,
une entre le neurone sensitif et l'interneurone inhibiteur, la deuxième entre l'interneurone inhibiteur et le motoneurone alpha. On peut dire ici qu'il y a deux synapses. La première synapse, elle est excitatrice. La deuxième synapse, ici, elle est inhibitrice. Ainsi, l'étirement d'un muscle donné va conduire par les deux circuits du réflexe myotatique à deux réponses distinctes qui sont à la fois opposées mais complémentaires. D'une part, contraction du muscle qui a été étiré au départ et relâchement du muscle antagoniste. Et c'est par un tel système, avec innervation réciproque des muscles antagonistes, que la réponse réflexe des muscles est plus efficace et qu'il y a une coordination entre l'activité des muscles antagonistes. Ainsi, quand un muscle est activé, son antagoniste est inhibé, et réciproquement, ce qui intervient par exemple dans les activités motrices, rythmiques, comme par exemple dans la marche. Alors finalement, pour boucler sur cette partie concernant la découverte à partir de données historiques de la notion de communication nerveuse, eh bien nous avons vu par l'expérience de Sherrington, puis ensuite par la description de l'arc réflexe du réflexe myotatique, nous avons vu que la communication nerveuse met en jeu finalement des circuits de neurones. On a vu des circuits très simples, à 2 ou 3 neurones. Ces neurones sont connectés par des synapses, qui peuvent être des synapses excitatrices, comme ici ou ici, ou des synapses inhibitrices. Et ce mode de communication est un mode de communication qui est extrêmement rapide par opposition, par différence avec le système de communication par voie hormonale. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va mettre en place les bases structurales, puis ensuite fonctionnelles, des deux types de communication, et on va se servir notamment de clichés obtenus par microscopie électronique. Et donc la première image que nous allons évoquer est une image qui va nous permettre de mettre en place la notion de cellules endocrines. En effet, la communication hormonale nécessite des cellules endocrines, sécrétrices d'hormones. Alors, une glande endocrine très importante de notre organisme, c'est l'adénohypophyse, qui est une glande qui est située sous l'hypothalamus et qui est une glande qui constitue la partie antérieure de l'hypophyse. Et vous avez ici une image qui est obtenue à partir d'une observation en microscopie électronique à transmission. On dit que c'est une électronographie obtenue par microscopie électronique à transmission d'adénohypophyse, ici de mammifères. Et on peut observer ici un certain nombre de types cellulaires qu'on va apprendre ici à identifier. Mais dans toutes les cellules que vous pouvez visualiser ici, vous avez à chaque fois un développement important du réticulum endoplasmique rugueux, donc beaucoup de réticulum endoplasmique rugueux ici. On a aussi un développement à chaque fois important de l'appareil de Golgi, et également, c'est ce qu'on voit le mieux ici, de très nombreuses vésicules de sécrétion. En fait, toutes ces cellules sont des cellules qui sont classiquement reconnues comme des cellules spécialisées dans la fabrication et ensuite dans la sécrétion de protéines. Notons que ces cellules sont proches ici de capillaires sanguins. Ici vous avez un capillaire sanguin qui est bien visible à droite et qui est limité par une seule couche de cellules endothéliales. La lumière ici correspond au compartiment sanguin. Donc voilà ici une glande. Une glande, elle contient des cellules endocrines. Ici, qui sont des cellules endocrines spécialisées dans la synthèse de protéines, parce que les hormones qu'on va voir ici sont à chaque fois des hormones protéiques. Et les glandes endocrines sont richement vascularisées. Alors on peut reconnaître plusieurs types de cellules ici. Tout d'abord, ce qui est mentionné par la lettre S, ce sont les cellules dites somatotropes. Ce sont des cellules qui sont remplies, vous voyez, de vésicules sécrétoires, qui ont des vésicules de taille moyenne. Les cellules S, ici les cellules somatotropes, sont les cellules les plus nombreuses de l'adénohypophyse. Vous en avez 1, 2 et 3 qui sont visibles ici. Elles occupent environ la moitié du volume de l'adénohypophyse. Ces cellules vont en fait fabriquer et sécréter dans le sang une hormone importante qui est l'hormone de croissance, ou GH,
qu'on appelle aussi l'hormone somatotrope ou la somatotropine, dont on va reparler dans un instant. Les cellules qui sont mentionnées ici par la lettre T, donc cette cellule ici, sont les cellules thyréotropes. Les cellules thyréotropes sont des cellules qui contiennent de petits granules sécrétoires qui tendent à se disposer plutôt, vous voyez, à la périphérie de la cellule, donc plutôt sous la membrane. Ces cellules sont moins nombreuses que les cellules somatotropes. Elles ne représentent qu'environ 5% de l'adénohypophyse. Ces cellules vont sécréter aussi dans le sang une autre hormone protéique qui est la TSH, qu'on appelle aussi la thyréostimuline ou thyréotropine, dont on verra le rôle dans un instant. Dans l'adénohypophyse, vous avez un troisième type de cellules endocrines qui est mentionné par la lettre C. Ce sont les cellules corticotropes. Elles contiennent cette fois peu de granules sécrétoires qui sont visibles surtout à l'extrême périphérie de la cellule. Les cellules corticotropes occupent environ 20% du volume de l'adénohypophyse et elles vont notamment sécréter une hormone qui est l'ACTH, qu'on va retrouver aussi dans le sang. L'ACTH, on l'appelle aussi la corticostimuline ou la corticotropine. Et puis, avec la lettre G, vous avez un autre type de cellules endocrines qui sont les cellules gonadotropes. Ce sont de volumineuses cellules. Les granules sécrétoires présentent ici des tailles variables. Ces cellules représentent environ 5% de l'adénohypophyse et ces cellules vont sécréter deux hormones protéiques dans le sang que sont la FSH et la LH. La FSH et la LH sont aussi appelées les gonadostimulines ou gonadotropines. Ne sont pas visibles ici d'autres cellules endocrines de l'adénohypophyse qu'on appelle les cellules lactotropes ou mammotropes, qui sont des cellules qui occupent environ 20% du volume de l'adénohypophyse, mais le nombre de ces cellules va augmenter au cours de la gestation. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Ces cellules lactotropes ou mammotropes sécrètent aussi une hormone protéique dans le sang qui est la prolactine. L'ensemble de ces cellules sécrétrices de l'adénohypophyse est irrigué par un riche réseau de capillaires sanguins et le revêtement endothélial de ces capillaires de l'adénohypophyse est percé de pores qui sont mentionnés par la lettre F, qui sont en fait des fenestrations typiques qui vont faciliter le passage des hormones protéiques produites par ces cellules à l'intérieur de la circulation sanguine, donc à l'intérieur ici des capillaires. Il existe aussi dans ces capillaires de l'adénohypophyse des espaces entre les cellules endothéliales qui forment la paroi du capillaire, et on dit que ces capillaires sont des capillaires discontinus, on dit aussi des sinusoïdes présents ici dans l'adénohypophyse. Notons que les différents types cellulaires de l'adénohypophyse ne sont pas régulièrement répartis à travers l'ensemble de la glande, mais les cellules d'un type particulier tendent à se regrouper dans une zone définie de la glande. Après avoir vu la structure des cellules endocrines de l'adénohypophyse, nous allons voir le rôle des hormones adénohypophysaires. L'hypothalamus est un centre nerveux. Vous avez en dessous de l'hypothalamus une glande dont la partie antérieure est l'antéhypophyse ou adénohypophyse. Cette adénohypophyse produit les hormones suivantes. D'une part, la GH. La GH, c'est l'hormone de croissance. Elle va activer la croissance des os longs en stimulant l'activité du cartilage épiphysaire. La GH favorise aussi l'accroissement de la masse musculaire. Et les effets de cette hormone sur la croissance font intervenir des facteurs de croissance qui sont produits notamment par le foie, qu'on appelle les somatomédines ou IGF, dont on aura l'occasion de reparler, vous verrez notamment dans les cours sur la reproduction. L'ACTH, deuxième hormone adénohypophysaire, va favoriser la libération par la corticosurrénale, qui est la partie corticale d'une glande présente au-dessus du rein. Elle va stimuler la libération par les corticosurrénales d'une hormone ou d'un groupe d'hormones qu'on appelle les glucocorticoïdes, dont on peut par exemple évoquer un des membres qui est le cortisol.
et le cortisol exerce un certain nombre d'effets, notamment des effets activateurs sur le métabolisme, mais aussi des effets anti-inflammatoires. Troisième hormone produite par l'adénohypophyse, la TSH. La TSH, c'est une hormone qui va stimuler l'activité endocrine de la glande thyroïde, qui est une glande située au niveau du cou. Elle va stimuler en fait la production d'hormones thyroïdiennes, comme la thyroxine, et les hormones thyroïdiennes vont notamment activer le métabolisme. On en parlera, vous verrez, dans le second chapitre de ces enseignements. La FSH et la LH, les gonadotropines ou gonadostimulines, vont, comme leur nom l'indique, stimuler les activités des gonades, c'est-à-dire des glandes sexuelles. Et donc, chez le mâle, elles vont stimuler l'activité testiculaire. Chez la femelle, elles vont stimuler l'activité ovarienne. Et enfin, la prolactine, la PRL, est une hormone qui va stimuler notamment la fabrication du lait par les glandes mammaires. Donc c'est une glande impliquée dans la production du lait, et la prolactine, par exemple chez la rate, elle va jouer aussi un rôle dans le maintien du corps jaune. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement il existe une grande diversité d'hormones. L'adénohypophyse est une glande très importante dans notre organisme, et par le biais des hormones qu'elle produit, vous voyez que finalement il y a un contrôle d'un grand nombre de fonctions de l'organisme, fonctions de croissance, de développement, de reproduction, fonctions de nutrition, fonctions de maintien ou d'équilibre du milieu intérieur. Et donc finalement on comprend l'importance du système endocrinien dans les régulations du fonctionnement de l'organisme. Alors ce schéma est en fait incomplet parce que dans la dernière vidéo du chapitre 1, je vous parlerai des neurohormones qui sont libérées par cette partie de l'hypophyse qu'on appelle la neurohypophyse. Je vous parlerai notamment de l'ocytocine. Et l'ocytocine va aussi agir sur les seins, mais alors que la prolactine, elle stimule la production du lait, on verra que l'ocytocine, elle, stimule l'éjection du lait. Donc attention ici, l'éjection du lait, ce n'est pas un effet de la prolactine, mais ce sera un effet de l'ocytocine, mais on rajoutera sur ce schéma, à la fin de ce chapitre 1, le rôle d'une autre neurohormone qui est l'ocytocine. Alors on va faire le même type d'étude concernant la communication nerveuse. On va voir que la communication nerveuse nécessite des neurones, et nous allons présenter l'ultrastructure des neurones, comme on l'avait fait pour les cellules endocrines. Et puis on va voir ensuite un certain nombre de caractéristiques fonctionnelles des neurones. Donc tout d'abord, caractéristiques ultrastructurales. Et on va partir aussi d'une observation en microscopie électronique à transmission, donc une électronographie, qui est une électronographie ici obtenue dans le système nerveux central. Alors, la taille et la forme des neurones est très variable, mais à travers la diversité des neurones, on peut quand même faire ressortir une même organisation de base que je vais vous décrire ici. Donc ici, voilà une observation dans le système nerveux central d'un neurone. Et ce qu'on voit ici, cette partie-là, c'est le détail de ce qu'on appelle le corps cellulaire. On dit aussi le soma, on dit aussi le péricardion, parce que c'est une zone qui entoure le noyau cellulaire. Donc voilà ici un détail du corps cellulaire d'un neurone du système nerveux central. Alors on observe ici tout d'abord le noyau de ce neurone. Ce noyau est délimité par une enveloppe nucléaire qui est formée par deux membranes limitantes, et on voit que cette membrane forme une espèce d'indentation ici qui est un petit peu particulière sur cette image. À l'intérieur du noyau, on a de la chromatine claire, et puis on observe ici aussi un nucléole qui est mentionné par la lettre N. Et associé à ce volumineux nucléole, vous avez de l'hétérochromatine qui est associée, qui est ici visible. On voit aussi de l'hétérochromatine présente sous la membrane nucléaire interne. Cette hétérochromatine est présente de façon ponctuelle. Les zones où il y a absence d'hétérochromatine traduisent la présence de pores nucléaires qui permettent une communication entre le nucléoplasme et le cytoplasme. Tout autour du noyau, le cytoplasme contient un certain nombre d'éléments. Il contient d'une part
des mitochondries, qui sont mentionnées ici par la lettre M. Il comprend aussi des ribosomes libres, qui sont mentionnés ici par les pointes de flèche. Ces ribosomes peuvent être aussi attachés au réticulum endoplasmique rugueux, c'est ce qui est visible ici au bout de ces petites flèches. Les amas de citernes du réticulum endoplasmique rugueux du neurone sont aussi appelés le corps de Nissl. Et puis vous avez également mentionné par la lettre G des dictyosomes, ce qu'on appelle aussi l'appareil de Golgi, qui est développé aussi dans ce cytoplasme. Alors en fait, le corps cellulaire du neurone, c'est le centre métabolique du neurone, avec des mitochondries qui permettent la production d'ATP, et avec tout un système de synthèse, réticulum, ribosome, Golgi, qui est tout à fait considérable. Donc l'usine de production, ici l'usine synthétique, l'usine métaboliquement active du neurone, c'est finalement son corps cellulaire. Alors sur le schéma ici qui apparaît dans la partie de droite est présentée la structure complète du neurone dont on a vu simplement un détail. Donc ici dans le rectangle vous avez simplement la partie qui a été photographiée ici. Et on voit en fait que on observe sur cette photo simplement un prolongement qui est mentionné par l'astérix ici, mais ce neurone dispose en fait d'un grand nombre de prolongements. Et c'est des neurones qui présentent de nombreux prolongements, notamment de nombreux prolongements courts qu'on appelle les dendrites, et puis un prolongement long qu'on appelle l'axone. De tels neurones sont qualifiés de neurones multipolaires. Et les neurones multipolaires sont les neurones les plus abondants, vous voyez, avec un grand nombre de prolongements qui émergent finalement du corps cellulaire. Les motoneurones dont j'ai parlé tout à l'heure, les motoneurones alpha par exemple, qu'on a évoqué précédemment, ont une structure de neurones multipolaires. Alors on peut noter quand même que d'un point de vue de la classification structurale des neurones, basée sur le nombre de prolongements, on peut voir trois catégories différentes de neurones. Premièrement, les neurones multipolaires qu'on vient de voir, avec de très nombreux dendrites émergents du corps cellulaire, plus un long axone. Donc ça c'est la structure classique du neurone que nous venons de voir. Mais il existe aussi des neurones bipolaires, où vous avez une dendrite et un axone qui émergent du corps cellulaire. C'est par exemple le cas des neurones bipolaires de la rétine. Et puis vous avez une troisième catégorie de neurones basée sur le nombre de prolongements qu'on appelle les neurones unipolaires ou pseudo-unipolaires. En effet, il y a un seul prolongement qui émerge du corps cellulaire, mais ce prolongement se divise aussitôt en deux parties, et du coup ça forme une sorte de T renversé ici. On dit qu'on a un axone en T ici. Et ces types de neurones unipolaires se trouvent notamment avec les neurones sensitifs. Beaucoup de neurones sensitifs sont dans le système nerveux périphérique, ont cette structure, et notamment tout à l'heure quand on avait vu le circuit neuronal du réflexe myotatique, je vous avais parlé des fibres nerveuses sensitives. Et bien ces fibres sont en fait les axones ou l'axone d'un neurone unipolaire ou pseudo-unipolaire, le corps cellulaire de ce neurone étant présent dans ce qu'on appelle le ganglion rachidien ou le ganglion spinal. Alors si on reprend cette image ici, donc l'astérix marque le seul prolongement qui émerge du corps cellulaire, et on voit un certain nombre d'autres prolongements qui sont mentionnés par la lettre P. Tous ces prolongements qui sont visibles sont probablement les prolongements d'autres neurones qui sont présents les uns près des autres. Ces prolongements sont coupés parfois en coupe transversale, parfois en coupe oblique, et il faut noter que ces prolongements, pour les neurones multipolaires, représentent plus de 90% du volume du neurone. Les constituants des prolongements du neurone sont en fait renouvelés en permanence et en grande partie à partir du corps cellulaire, à partir justement de l'usine métabolique présente dans le corps cellulaire. Alors quelques mots sur chacun des types de prolongement d'un neurone ici multipolaire, comme le motoneurone qui est représenté ici. Tout d'abord les dendrites.
Alors les dendrites, attention, dendrite c'est un terme féminin. Les dendrites sont des prolongements courts, fins et ramifiés, présents en grand nombre et qui peuvent recevoir un très grand nombre de signaux des autres neurones. Ils représentent finalement une immense surface réceptrice par le fait qu'ils sont à la fois fins, nombreux, ramifiés. Ces dendrites vont transmettre des signaux qu'on appellera des potentiels gradués, on dira sont aussi des potentiels électrotoniques, mais ce ne sont pas des potentiels d'action, on fera la nuance un peu plus tard, c'est-à-dire ils vont transmettre des signaux dits de courte portée, qui ont tendance à s'atténuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'endroit où ils ont été générés, et ces signaux de courte portée, ces potentiels gradués, vont en fait être transmis vers le corps cellulaire. Notons que les dendrites ne sont pas recouverts par la myéline, alors qu'on va voir certains axones, eux, sont couverts par de la myéline. Autre type de prolongement, l'axone, qui est un nom masculin, un axone. Alors l'axone, ici, c'est un prolongement unique. Il est issu d'une région conique du corps cellulaire. Cette région conique, on l'appelle le cône axonique. On dit aussi que c'est le cône d'implantation, parce que c'est le point où s'implante en quelque sorte l'axone dans le corps cellulaire. On l'appelle le segment initial, puisque c'est le début de l'axone. Et on l'appelle aussi la zone gâchette, on reviendra sur ce terme. Cette zone est le lieu de genèse des signaux qui seront propagés le long de l'axone, ces signaux étant non plus des potentiels gradués, mais des potentiels d'action. Et je vous présenterai par la suite, dans une prochaine vidéo, la nature justement de ce signal qui est le potentiel d'action. Un axone peut être très long, parfois supérieur à 1 mètre. Les axones forment ce qu'on appelle les fibres nerveuses ou les neurofibres. Et le rôle de l'axone est de conduire, de propager les potentiels d'action jusqu'à la terminaison axonale. Notons également que l'axone contient de très nombreux microtubules. Donc ça c'est du cytosquelette, du neurone. Et ces microtubules servent de rails pour assurer un transport qu'on appelle un transport axonal à l'intérieur finalement du cytoplasme de l'axone, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'axoplasme. Le transport axonal, c'est un transport de vésicules, les microtubules servant de rails pour conduire ces vésicules. Ce transport axonal peut se faire dans les deux sens. Il peut se faire du corps cellulaire vers la terminaison axonale. On parlera de transport axonal antérograde et il concerne par exemple des neurotransmetteurs qui vont être déplacés par voie vésiculaire vers la terminaison axonale. Il va aussi par exemple concerner des organites. On va trouver par exemple notamment beaucoup de mitochondries à l'intérieur de la terminaison axonale, mitochondries qui sont déplacées par transport axonal antérograde du corps cellulaire vers la terminaison de l'axone. Il existe aussi un transport axonal rétrograde, c'est-à-dire que les vésicules membranaires ici vont se déplacer de la terminaison axonale vers le corps cellulaire. Et ce transport axonal dit rétrograde concerne par exemple des molécules membranaires, mais aussi des facteurs de croissance comme par exemple le nerve growth factor, qu'on appelle aussi une neurotrophine. Notons que le transport axonal met en jeu des protéines motrices, qui sont des protéines qui utilisent l'ATP, qui hydrolysent l'ATP. Et la protéine motrice qui permet le transport antérograde, c'est la kinésine. Et la protéine motrice qui permet le transport rétrograde, c'est la dinéine. Ces protéines motrices, kinésine et dinéine, lisent en quelque sorte la polarité du rail que constituent les microtubules. La terminaison, pardon, pas la terminaison, mais l'axone, en tout cas certains axones, peuvent émettre quelques ramifications latérales. Ramifications latérales qui forment avec l'axone principal des angles plus ou moins droits. Ces ramifications latérales de certains axones forment ce qu'on appelle les collatérales. Et puis la terminaison axonale va former des ramifications terminales, un peu ici comme les racines du tronc d'un arbre, les racines d'un arbre.
cette arborisation terminale est présente au niveau de la cellule cible. On verra quelles sont les cellules cibles, en général des neurones, mais ça peut être aussi par exemple des cellules musculaires. Et à l'extrémité de chacune de ces terminaisons de l'arborisation terminale, vous avez une zone dilatée qu'on appelle le bouton synaptique. Cette zone dilatée est présente donc à l'extrémité de chaque ramification, et le bouton synaptique contient une grande quantité de vésicules de neurotransmetteurs et contient aussi une grande quantité de mitochondries. Ce bouton synaptique est la zone qui va entrer en contact synaptique avec une cellule cible. Et sur l'image en microscopie électronique à transmission, vous avez par exemple ici, représenté par ce cercle, une synapse qui est ici une synapse neuronale, et on voit en fait une espèce de zone un peu plus dense, épaissie, sur laquelle on reviendra quand on parlera du fonctionnement des synapses. Alors notons que les axones, contrairement aux dendrites, peuvent être myélinisés, c'est-à-dire recouverts d'une gaine de myéline, qui est une gaine discontinue, et cette gaine de myéline peut être en fait visualisée en microscopie électronique. La myéline, en fait, ce sont des lipides, c'est un empilement de membranes. Donc la myéline apparaît noire, apparaît contrastée en microscopie électronique, elle est opaque aux électrons, et chaque fois que vous voyez cette espèce de gaine noire ici, bien c'est une gaine de myéline. Et donc les prolongements qui sont entourés par les gaines de myéline, eh bien ce sont en fait des axones d'autres neurones. Donc voilà ici un axone, un autre axone, un autre axone. Par contre, vous avez certains prolongements, comme ici ou ici, qui ne sont pas recouverts de myéline. Alors soit ce sont des dendrites, soit ce sont des axones non myélinisés, puisque tous les axones ne sont pas myélinisés. Quelques mots sur les caractéristiques fonctionnelles des neurones, et on peut les présenter à travers ici cette diapositive. Quatre caractéristiques importantes. Première caractéristique, leur excitabilité. En effet, les neurones sont des cellules hautement spécialisées dont la membrane plasmique va permettre la genèse et la transmission de signaux, notamment de potentiel d'action, à condition que la cellule ait été au préalable excitée, c'est-à-dire qu'elle ait été au préalable, qu'elle ait reçu au préalable une stimulation. Alors on verra que expérimentalement, cette stimulation peut être en fait une stimulation électrique, mais on verra que dans l'organisme, il y a des stimuli naturels, on verra notamment les stimuli qui sont reçus au niveau des récepteurs et qui engendrent un message nerveux. Donc les neurones sont excitables, c'est-à-dire qu'une excitation va déclencher des potentiels d'action qui vont se propager sur ce neurone, et le message nerveux qui circule sur le neurone est en fait constitué par une série de potentiels d'action. La deuxième caractéristique fonctionnelle d'un neurone est que le neurone présente une longévité extrême. En effet, contrairement à beaucoup de cellules de notre corps, les neurones peuvent vivre et fonctionner pendant toute la vie de l'individu, à condition qu'il soit correctement irrigué, c'est-à-dire à condition qu'il soit correctement nourri. On y reviendra dans un instant. Troisième caractéristique, les neurones sont des cellules amitotiques, c'est-à-dire des cellules qui ont perdu leur aptitude à la mitose. Un neurone, quand il est différencié, avec, on l'a vu, toutes ses particularités, ses prolongements, son corps cellulaire, est une cellule qui ne peut plus se diviser. On dit qu'elle est en phase G0, c'est-à-dire elle n'est plus en phase G1 ou G2 du cycle cellulaire, elle est en phase G0, et donc le neurone ne peut pas se reproduire, et donc s'il subit une lésion, une destruction, il ne pourra pas être remplacé. On verra que les cellules gliales, qui sont d'autres cellules nerveuses, sont elles capables de division. Et puis la quatrième caractéristique des neurones, c'est que ces neurones ont un métabolisme très élevé. On a vu le corps cellulaire qui est un centre de synthèse très important, très actif. Par conséquent, les neurones nécessitent un apport continu et abondant en dioxygène et en glucose. Et ils ne pourront survivre plus de quelques minutes sans un apport de dioxygène.
Et par exemple, dans le cas des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, on va avoir pendant un instant une perte d'irrigation d'une zone donnée du cerveau, et bien on va du coup pouvoir malheureusement avoir une mort de certains neurones, et ça peut se traduire par un certain nombre de conséquences graves pour le sujet. Ça peut être une perte de la vision, une perte de la motricité, une perte de la mémoire, une perte d'un certain nombre de fonctions motrices. Le neurone présente trois structures fonctionnelles. Ce qui est représenté en bleu, on l'appelle finalement la structure réceptrice. La structure réceptrice, c'est l'ensemble des dendrites qui convergent sur le corps cellulaire et qui reçoivent des informations. On verra qu'en fait, ils reçoivent notamment des neurotransmetteurs qui sont libérés par d'autres neurones. La deuxième zone fonctionnelle du neurone, c'est la zone dite conductrice, c'est-à-dire l'axone, avec la zone gâchette, qui est la zone de genèse et d'apparition donc des potentiels d'action, et puis l'ensemble de l'axone, ici myélinisé sur le schéma, qui permet de transmettre ces potentiels d'action vers l'extrémité de l'axone. Et la troisième partie, la troisième zone fonctionnelle du neurone, c'est la structure sécrétrice, donc avec les boutons synaptiques dont on a parlé tout à l'heure, qui contiennent des vésicules de neurotransmetteurs et qui, sous l'influence des potentiels d'action qui vont arriver au bout de l'axone, vont libérer des neurotransmetteurs, qui sont représentés par ces petits ronds, neurotransmetteurs qui vont aller ensuite agir, et bien sûr, par exemple, les dendrites d'autres neurones. On peut aussi présenter les trois catégories fonctionnelles de neurones. Les neurones sont classés ici donc en fonction des rôles qu'ils jouent à l'intérieur des circuits neuronaux. Premier type de neurones, qui sont en général représentés en bleu sur les schémas, ce sont les neurones sensitifs ou sensoriels, on dit aussi les neurones afférents. Ces neurones vont conduire des messages nerveux, des récepteurs, comme par exemple tout à l'heure les fuseaux neuromusculaires, mais ces récepteurs, ça peut être aussi des récepteurs de la peau par exemple, donc des récepteurs vers le système nerveux central. Et la quasi-totalité des neurones sensitifs sont des neurones unipolaires, comme représenté ici, avec le soma dans un ganglion rachidien. La deuxième catégorie fonctionnelle de neurones est représentée par ce qu'on appelle les interneurones, ici illustrés en vert, comme on appelle aussi les neurones d'association, qui sont des neurones positionnés entre neurones sensitifs et motoneurones dans les voies neuronales. On a vu tout à l'heure dans le réflexe myotatique polysynaptique l'intervention d'un interneurone inhibiteur. Mais en fait, ces interneurones sont extrêmement importants. Ce sont les neurones les plus abondants du système nerveux. Ils représentent plus de 99% des neurones. Et donc on a des circuiteries parfois avec un grand nombre d'interneurones qui sont impliqués. Ces interneurones sont le plus souvent multipolaires et ils sont présents essentiellement dans le système nerveux central, comme par exemple ici dans la substance grise de la moelle épinière. Et puis la troisième catégorie fonctionnelle de neurones, représentée en général en rouge, ce sont les motoneurones. On dit aussi les neurones moteurs ou les neurones efférents, qui vont conduire les messages nerveux du système nerveux central vers les effecteurs. On a vu par exemple tout à l'heure les motoneurones alpha, qui ont le corps cellulaire dans la substance grise de la moelle épinière et dont l'axone va se terminer au niveau des muscles, au niveau d'un muscle. On a vu par exemple le contrôle du muscle agoniste par un motoneurone alpha, et puis on a vu le contrôle du muscle antagoniste par un autre type de motoneurone alpha. Pour terminer ici, quelques mots sur les cellules gliales et la myélinisation des axones. En effet, les cellules nerveuses ne sont pas toutes des neurones. Il existe aussi des cellules dites gliales, on dit aussi les cellules de la névroglie, qui sont aussi des cellules nerveuses, mais qui ne font pas partie de la catégorie des neurones. Ces cellules gliales sont 10 fois plus nombreuses que les neurones, mais ce sont des cellules plus petites, non excitables, capables de division, et elles entourent et protègent les neurones.
on va regarder ici les cellules gliales du système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est l'encéphale et la moelle épinière. Alors on trouve comme cellules gliales des cellules qui ont une forme étoilée, qu'on appelle les astrocytes, et qui ont un rôle notamment dans le contrôle local de la composition du milieu extracellulaire dans lequel baignent les neurones. On trouve également des cellules qu'on appelle les cellules de la microglie, qui ont un rôle dans la défense immunitaire du système nerveux central. On trouve également des cellules qu'on appelle les cellules épendymères, et notamment vous avez certaines cellules épendymères qui sont ciliées, et les cils de ces cellules vont mettre en mouvement le liquide qui remplit notamment les cavités cérébrales et qui on appelle le liquide céphalo-rachidien. Et puis vous avez aussi des cellules sur lesquelles on va revenir dans un instant, qui ont plusieurs prolongements et qu'on appelle les oligodendrocytes. Voilà les 4 catégories de cellules gliales du système nerveux central. Dans le système nerveux périphérique, on a un autre type de cellules gliales qu'on appelle les cellules de Schwann. Donc on trouve à l'intérieur des nerfs, le système nerveux périphérique, ce sont les nerfs. Alors voilà ici une image d'une cellule de Schwann. Les cellules de Schwann sont des cellules qui vont s'enrouler autour d'une portion d'axone pour fabriquer la gaine de myéline dans le système nerveux périphérique. Et donc les axones myélinisés des nerfs sont en fait fabriqués par les cellules de Schwann. Alors quelques mots sur le processus de myélinisation, ici par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Eh bien, les cellules de Schwann sont des cellules gliales dont le cytoplasme va progressivement s'entourer autour de l'axone, formant des spires de plus en plus serrées, donc des spires extrêmement serrées, et l'empilement des membranes des cellules gliales qui sont enroulées, donc à l'intérieur ici de la spire, va former la gaine de myéline. Et c'est cette superposition de membranes qui apparaît ici très dense, opaque aux électrons, dans une image en microscopie électronique à transmission. Vous voyez que sur l'image ici, on voit encore une partie du cytoplasme de la cellule de Schwann, mais l'essentiel des membranes de cette cellule s'est enroulé pour former cette masse qui est la gaine de myéline. Alors, notons que dans le système nerveux périphérique, donc dans les nerfs, la gaine de myéline qui entoure un axone donné, l'axone est représenté ici en jaune, est formée en fait par un très grand nombre de cellules de Schwann, et chaque cellule de Schwann s'enroule complètement autour de l'axone. Le cytoplasme de la cellule de Schwann est finalement en quelque sorte expulsé d'entre les couches de membrane, et la zone sans myéline, qui est donc la zone entre deux segments myélinisés, donc la zone qui est comprise finalement entre deux cellules de Schwann enroulées, est appelée le nœud de Ranvier, et on y reviendra quand je vous parlerai de la propagation des potentiels d'action sur les axones myélinisés. Enfin, dans l'oligodendrocyte, on a en fait toujours une myélinisation des axones, mais ici on est dans le système nerveux central, donc dans l'encéphale, dans la moelle épinière. Alors ces oligodendrocytes sont aussi des cellules gliales impliquées dans la myélinisation, mais contrairement aux cellules de Schwann, elles peuvent s'enrouler autour de plusieurs axones, autour de multiples axones, parce qu'elles ont plusieurs prolongements, et chacun des prolongements de l'oligodendrocyte vient enrouler une portion d'axone. Mais notons que contrairement à la cellule de Schwann, l'oligodendrocyte reste distinct de la gaine qu'il forme autour des différents axones qu'il myélinise. On a terminé la première partie du chapitre 1 qui consistait à vous présenter des données historiques, mais aussi des données de base structurales et fonctionnelles concernant les cellules endocrines et les neurones. Et dans la seconde partie du chapitre 1, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la genèse du message, aussi bien genèse du message nerveux, et je vous parlerai notamment du fonctionnement des récepteurs sensoriels. Je vous parlerai notamment du corpuscule de Pacini, qui est un
un récepteur important dans le fonctionnement de l'organisme. Et puis je vous parlerai aussi de la genèse du message hormonal, du message endocrine hormonal, et je prendrai notamment l'exemple de la cellule du pancréas endocrine, la cellule à insuline, et je vous montrerai ce qui déclenche de la part de la cellule à insuline la sécrétion de cette hormone sous contrôle, on le verra, du glucose. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve avec grand plaisir pour poursuivre avec vous l'étude de la communication nerveuse et hormonale